Hi everyone, this is week 28 of our book club on the book thief. And today we're going to read 5 chapters. Homecoming, which closes part 9. And then we're going to start part 10 and we're going to read The End of the World, the 98th day, The War Maker, and Way of the World. And one thing we wanted to let you know is that as we're coming closer to the end of the book, there is more death and violence that's being depicted because it's also what happened during the war. So like if you think maybe this would be some things that you would find too difficult to read, that's okay. Maybe you need to wait until you feel up for it. But we just wanted to let you know so you don't come into this recording expecting something and feeling like hurt and like suffering from what you listen to. So that's it for our introduction in English. Bonjour, c'est notre 28e semaine du club de lecture pour la voleuse de livres. Et aujourd'hui, on va lire 5 chapitres car ils sont un peu plus courts. Ce sont Retour à la maison, ce qui est la dernière chapitre du partie 9. Et ensuite, pour la 10e partie, on va commencer avec la fin du monde, première partie. Le 98e jour, le faiseur de guerre et la voie des mots. Et depuis aujourd'hui jusqu'à la fin du livre, il y aura beaucoup ou plusieurs chapitres qui auront des scènes avec plus de violence et des personnages qui vont mourir. Alors, on veut vous avertir que ce vidéo et les prochaines quelques vidéos seront peut-être un peu plus difficiles. Et on ne veut pas que on veut pas que vous êtes surprise par ce qui arrive. Alors, on veut vous avertir que si vous croyez que ce matériel va être un peu trop difficile pour vous, c'est absolument une bonne idée d'arrêter et de revenir quand vous êtes prêt, si vous êtes prêt. Alors, avec cet avertissement, je vais commencer pour aujourd'hui. Avec Retour à la maison. C'était une époque d'hommes en sang, d'avions fracassés et d'ours en peluche. Mais pour la voleuse de livres, le premier trimestre de l'année 1943 s'achevait sur une note positive. Au début du mois d'avril, Hans Huberman, la jambe plâtrée jusqu'au genou, prit le train pour Munich. Il avait droit à une semaine de permission chez lui avant de rejoindre l'armée de gratte-papier de la ville. Il serait employé dans les services administratifs chargés du déblaiement des usines, des maisons, des églises et des hôpitaux. On verrait plus tard s'il pourrait travailler aux préparations. Cela dépendrait de l'état de sa jambe et de celui de la ville. La nuit tombait quand il atteignit la rue Himmel. C'était un jour plus tard que prévu, car une alerte aérienne avait retardé le train. Parvenu au numéro 33, il s'apprêta à frapper. 4 ans plus tôt, Liesl Memminger avait eu du mal à franchir ce seuil pour la première fois. Puis, Max Vandenberg s'était tenu là, un clay lui brûlant les doigts. Et maintenant, c'était au tour de Hans Huberman. Il frappa 4 coups. La voleuse de livres ouvrit. « Papa, papa !» Elle prononça ce mot une centaine de fois dans la cuisine, tandis qu'elle le serrait dans ses bras, sans vouloir le lâcher. Plus tard, après avoir mangé, ils parlèrent jusque tard dans la nuit, assis à la table de la cuisine, et Hans raconta tout à Liesl et à Rosa. Il parla de la LSE, des rues noires de fumée et des âmes en peine qui y erraient. Il parlait de Reinhold Zucker, ce pauvre idiot de Reinhold Zucker. Cela prit des heures. À 1h du matin, Liesl alla se coucher et papa vint s'asseoir sur son lit, comme à son habitude. Elle se réveilla plusieurs fois pour vérifier qu'il était toujours là. Il n'avait pas bougé. La nuit fut calme. Son lit avait la tiédeur et la douceur des moments de bonheur. Oui, pour Liesl Memminger, cette nuit-là était une belle nuit et elle avait à peu près 3 mois de calme, de tiédeur et de douceur devant elle. Mais son histoire en compte encore 6. Pour ce chapitre, ma question c'est que pensez-vous va arriver pendant les 6 prochains mois dans la vie de Liesl? 10e partie, la voleuse de livres, avec la fin du monde, le 98e jour,
un faiseur de guerre, la voix des mots, une jeune fille catatonique, des confessions, le petit livre noir d'Ilserman, des cages thoraciques d'avions et des montagnes de décombres. La fin du monde, première partie. Une fois encore, je vous donne un aperçu de la fin. C'est peut-être pour amortir le choc, ou bien pour mieux me préparer moi à en faire le récit. Quoi qu'il en soit, je dois vous dire qu'il pleuvait sur la rue Himmel le jour où ce fut la fin du monde pour Liesl Memminger. Le ciel dégoûtait, comme un robinet qu'un enfant n'aurait pas réussi à fermer tout à fait, malgré ses efforts. Les premières gouttes étaient froides. Debout devant la boutique de Frau Diller, je les ai senties sur mes mains. Je les ai entendues au-dessus de ma tête. J'ai levé les yeux, et à travers le ciel couvert, j'ai aperçu les avions en fer-blanc. J'ai vu leur ventre s'ouvrir et lâcher négligemment les bombes. Elles allaient tomber à côté de la cible, bien sûr, comme souvent. Un petit espoir sans joie. Personne n'avait l'intention de bombarder la rue Himmel. Personne n'aurait voulu bombarder un endroit qui portait le nom du paradis, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Les bombes arrivèrent. Bientôt, les nuages s'embrasseraient et les gouttes de pluie froide se changeraient en cendres. Des flocons brûlants arroseraient le sol. Bref, la rue Himmel fut écrasée. Des maisons furent projetées de l'autre côté de la rue. Une photo encadrée du Führer fut cabossée et aplatie contre le sol défoncé. Et pourtant, il continuait à arborer son sourire pincé. Il savait quelque chose que nous ignorions tous. Mais je savais quelque chose qu'il ignorait lui, et pendant ce temps-là, les gens dormaient. Rudi dormait. Rosa et Hans Huberman dormaient. Tout comme Frau Otzapfel, Frau Diller, Tommy Müller. Ils étaient tous en train de dormir, en train de mourir. Une seule personne survécut. Elle survécut parce qu'elle se trouvait dans un sous-sol où elle relisait l'histoire de sa propre fille pour corriger d'éventuelles fautes. La pièce avait été jugée auparavant trop peu profonde pour servir d'abri, mais en cette nuit du 7 octobre, cela suffit. Les bombes meurtrières dégringolèrent et plusieurs heures plus tard, quand un étrange silence régna sur Molking, des membres de la LSE locale entendirent quelque chose. Un écho. Quelque part sous les décombres, une fillette frappait avec un crayon sur un pot de peinture. Toute l'équipe s'arrêta et se pencha vers le sol, l'oreille tendue. Et, quand le bruit se répéta, ils se mirent à creuser. Ce qui passa de main en main. Des blocs de ciment et des tuiles. Un pan de mur avec un soleil déglutinant peint dessus. Un accordéon à l'allure triste qui les contemplait derrière son étui mangiomite. Ils déblayèrent tout cela. Après avoir dégagé un autre pan de mur, l'un d'eux aperçut les cheveux de la voleuse de livres. Il eut un rire joyeux. C'était comme s'il était en train d'assister à une naissance. « Je n'arrive pas à y croire. Elle est vivante. » Les hommes s'interpellaient, communiant dans la même allégresse, mais pour ma part, je ne pouvais pas vraiment partager leur enthousiasme. Un peu plus tôt, j'avais tenu dans chaque bras son papa et sa maman, des âmes d'une grande douceur. Leurs cadavres étaient étendus un peu plus loin comme les autres. Une voile de rouille recouvrait déjà les yeux d'argent de Hans, et les lèvres cartonneuses de Rosa étaient entr'ouvertes, vraisemblablement sur un ronflement inachevé. Pour blasphémer comme les Allemands, Jésus, Marie, Joseph. Les sauveteurs extirpèrent l'isle des ruines et débarrassèrent ses vêtements des débris. Les sirènes ont retenti trop tard, lui dirent-ils. Que faisais-tu dans ce sous-sol, jeune fille? Comment as-tu su? Il ne s'était pas aperçu qu'elle tenait toujours le livre. Elle hurla sa réponse, le bouleversant hurlement des vivants. Papa! Elle recommença, son visage se plissa, sa voix montant dans les aigus de l'angoisse. Papa! Papa! Ils s'apprêtèrent à l'amener tandis qu'elle gémissait et pleurait. Si elle était blessée, elle ne s'en était pas encore rendue compte, car elle se dégagea et continua à appeler. Elle n'avait pas lâché son livre. Elle s'accrochait désespérément aux mots qui lui avaient sauvé la vie.
Et pour ce chapitre, ma question c'est, comment vous sentez-vous maintenant que vous avez lu ce qui va se passer à la rue humaine? The 98th day. For the first 97 days after Hans Superman's return in April 1943, everything was fine. On many occasions, he was pensive about the thought of his son fighting in Stalingrad, but he hoped that some of his luck was in the boy's blood. On his third night at home, he played the accordion in the kitchen. A promise was a promise. There was music, soup, and jokes, and the laughter of a 14-year-old girl. That Mama warned her, stop laughing so loud. His jokes aren't that funny, and they're filthy too. After a week, Hans resumed his service, traveling into the city to one of the army offices. He said that there was a good supply of cigarettes and food there, and sometimes he was able to bring home some cookies or extra jam. It was like the good old days. A minor air raid in May, a Hail Hitler here and there, and everything was fine. Until the 98th day. A small statement by an old woman. On Munich Street, she said, Jesus, Mary, and Joseph, I wish they wouldn't bring them through. These wretched Jews, they're rotten luck. They're a bad sign. Every time I see them, I know we'll be ruined. It was the same old lady who announced the Jews the first time. Liesel saw them. On ground level, her face was a prune. Her eyes were the dark blue of a vein, and her prediction was accurate. In the heart of summer, Moroccan was delivered a sign of things to come. It moved into sight like it always did. First, the bobbing head of a soldier and the gun poking at the air above him. Then the ragged chains of clinking Jews. The only difference this time was that they were brought from the opposite direction. They were taken through to the neighboring town of Nebbeling to scrub the street and do the cleanup work that the army refused to do. Late in the day, they were marched back to camp, slow and tired, defeated. Again, Liesel searched for Max Vanderberg, thinking that he could easily have ended up in Dachau without being marched through Molking. He was not there, not on this occasion. Just give it time, though, for on a warm afternoon in August, Max would most certainly be marched through town with the rest of them. Unlike the others, however, he would not watch the road. He would not look randomly into the Führer's German grandstand. A fact regarding Max Vanderberg, he would search the faces on Munich Street for a book-thieving girl. On this occasion in July, on what Liesel later calculated as the 98th day of her papa's return, she stood and studied the moving pile of mournful Jews looking for Max. If nothing else, it alleviated the pain of simply watching. That's a horrible thought, she would write in her Himmel Street basement, but she knew it to be true. The pain of watching them, what about their pain? The pain of stumbling shoes and torment and the closing gates of the camp. They came through twice in 10 days, and soon after, the anonymous, prune-faced woman on Munich Street was proven absolutely correct. Suffering had most definitely come, and if they could blame the Jews as a warning or prologue, they should have blamed the Führer and his quest for Russia as the actual cause. For when Himmel Street woke later in July, a returned soldier was discovered to be dead. He was hanging from one of the rafters in a laundry up near Fort Dillers. Another human pendulum, another clock, stopped. The careless owner had left the door open. July 24, 6:03 a.m. The laundry was warm, the rafters were firm, and Michael Oldsapfel jumped from the chair as if it were a cliff. So many people chased after me in that time, calling my name, asking me to take them with me. Then there was a small percentage who called me casually over and whispered with their tightened voices. Have me, they said, and there was no stopping them. They were frightened, no question, but they were not afraid of me. It was a fear of messing up and having to face themselves again, and facing the world and the likes of you. There was nothing I could do. They had too many ways, they were too resourceful, and when they did it too well, whatever the chosen method, I was in no position to refuse. Michael Oldsapfel knew what he was doing. He killed himself for wanting to live. Of course, I did not see Liesel Memminger at all that day. As is usually the case, I advised myself that I was far too busy to remain on Himmel Street to listen to the screams. It's bad enough when people catch me red-handed, so I made the usual decision to make my exit
into the breakfast-color sun. I did not hear the detonation of an old man's voice when he found the hanging body, nor the sound of running feet and jaw-dropped gasp when other people arrived. I did not hear the skinny man with a mustache mutter, crying shame, a damn shame. I did not see Fru Oldapfel laid out flat on Hemel Street, or arms out wide, or screaming face in total despair. No, I didn't discover any of that until I came back a few months later and read something called The Book Thief. It was explained to me that in the end, Michael Oldapfel was worn down not by his damaged hand or any other injury, but by the guilt of living. In the lead up to his death, the girl had realized that he wasn't sleeping, that each night was like poison. I often imagine him lying awake, sweating in sheets of snow, or seeing vision of his brother's severed legs. Liesl wrote that sometimes she almost told him about her own brother, like she did with Max. But there seemed a big difference between a long-distance cough and 2 obliterated legs. How do you console a man who has seen such things? Could you tell him the Führer was proud of him? That the Führer loved him for what he did in Stalingrad? How could you even dare? You can only let him do the talking. The dilemma, of course, is that such people save their most important words for after, when the surrounding humans are unlucky enough to find them. A note, a sentence, even a question or a letter, like on Hemel Street in July 1943. Michael Oldapfel, the last goodbye. Dear Mama, can you ever forgive me? I just couldn't stand it any longer. I'm eating Robert. I don't care what the damn Catholics say about it. There must be a place in heaven for those who have been where I've been. You might think I don't love you because of what I've done, but I do. You're Michael. It was Hans Huberman who was asked to give Fru Oldapfel the news. He stood on her threshold, and she must have seen it on his face. 2 sons in 6 months. The morning sky stood blazing behind him as the wiry woman made her way past. She ran sobbing to the gathering further up on Hemel Street. She said the name Michael at least 2 dozen times, but Michael had already answered. According to the book thief, Fru Oldapfel hugged the body for nearly an hour. She then returned to the blinding sun of Hemel Street and sat herself down. She could no longer walk. From a distance, people observed. Such a thing was easier from far away. Hans Huberman sat with her. He placed his hand on hers as she fell back to the hard ground. He allowed her scream to fill the street. Much later, Hans walked with her with painstaking care through her front gate and into the house, and no matter how many times I try to see it differently, I can't pull it off. When I imagine that scene of the distraught woman and the tall silver-eyed man, it is still showing in the kitchen of 31 Hemel Street. So for this chapter, I didn't really have a question for you guys, but I thought it would be a good opportunity to do some research. So I don't know if you know that, but many soldiers come back from deployment with something called PTSD, post-traumatic syndrome stress disorder. It's something that can really destroy their lives and mental health, and it's not always treated well because mental health is still very stigmatized. So maybe it would be a good idea to research what is done in your area or country for returning soldier and their mental health. Le faiseur de guerre. Il y avait une odeur de cercueil neuf, des robes noires, de grosses poches sous les yeux. Liesl se tenait avec les autres sur la pelouse. Cette même après-midi, elle fit la lecture à Frau Oldapfel, Le porteur de rêve, le livre préféré de sa voisine. Ce fut une journée très chargée, vraiment. 27 juillet 1943. On enterra Michel Oldapfel et la voleuse de livres fit la lecture à la mère et pleurait. Les Alliés bombardèrent Hambourg et à ce propos, c'est une chance que j'arrive à faire des miracles. Personne d'autre n'aurait été capable d'emporter presque 45 000 personnes en un laps de temps aussi bref. Personne au monde. À ce moment-là, l'Allemagne commençait à payer cher. Les petits genoux pustuleux du Führer se mettaient à avoir la tremblote. Je dois pourtant lui reconnaître un attribut à ce Führer. Il avait une volonté de faire sa vie. L'effort de la guerre ne connaissait aucun ralentissement et l'extermination et la punition de la peste juive se poursuivaient sans relâche, tandis que la plupart des camps étaient répartis dans différents pays d'Europe. Certains continuaient à fonctionner en Allemagne même.
Dans ces camps, car beaucoup de gens étaient toujours obligés à travailler et de marcher. Max Vandenberg faisait partie de ces Juifs. Et ma question c'est, qui est le faiseur de guerre? La voie des mots. Cela se passa dans une petite ville du berceau de l'hitlérisme. Une dose supplémentaire de souffrance venait d'arriver. Une file de Juifs avançait sous escorte dans la banlieue de Munich et une adolescente eut un geste impensable. Elle tenta de marcher avec eux. Les soldats l'expulsèrent et la jetèrent à terre, et elle se releva et recommença. Il faisait chaud ce matin-là. Encore une belle journée pour un défilé. Après avoir traversé plusieurs agglomérations, les soldats et les Juifs atteignirent Molking. Peut-être avait-on besoin de main-d'œuvre au camp, ou bien plusieurs prisonniers étaient-ils morts. Toujours est-il qu'un groupe de Juifs épuisés était emmené à pied vers Dachau. Comme toujours, Liesel se précipita rue Munich avec les badauds habituels. Heil Hitler! Le salut du premier soldat lui parvint de loin et elle fendit la foule dans sa direction pour atteindre le cortège. Cette voix l'étourdit. Elle changeait l'immensité du ciel en un plafond bas sur lequel les mots rebondirent avant de retomber aux pieds boitillants des Juifs. Leurs yeux. Ils regardaient la rue et quand Lisa trouva un bon poste d'observation, elle s'arrêta et les dévisagea un par un, tentant de retrouver les traits du Juif qui avait écrit L'homme qui se penchait et la secoueuse des mots. Des cheveux comme des plumes, pensait-elle. Non, comme des brindilles, c'est plutôt à ça qu'ils ressemblaient quand ils ne les avaient pas lavés. Cherche des cheveux comme des brindilles, une barbe comme du petit bois et un regard humide. Dieu qu'ils étaient nombreux. Tant de regards mourants et de pieds raclant le sol. Finalement, ce ne fut pas à ses traits qu'elle reconnut Max Vandenberg, mais à son comportement, car lui aussi cherchait quelque chose du regard, avec une intense concentration. Les yeux de Liesel se posèrent sur le seul visage tourné franchement sur les badauds allemands. Il est détaillé avec une telle attention que les voisins de la voleuse de livres le remarquèrent et le désignèrent du doigt. « Mais qu'est-ce qu'il regarde celui-là » demande une voix masculine à ses côtés. La voleuse de livres fit un pas en avant. Jamais mouvement n'avait-elle été si pesant. Jamais son cœur n'avait-elle été empreint d'une telle détermination dans sa poitrine d'adolescente. Elle s'avança et déclara tranquillement « Il me cherche ». Sa voix faiblit et retomba. Elle dut aller l'extirper du fond d'elle-même pour réapprendre à parler et crier son prénom. Max. « Je suis ici, Max !» Plus fort. « Max, je suis ici !» Il l'entendit. Max Vandenberg, août 1943. Ses cheveux étaient des brindilles, comme Liesel l'avait pensé, et son regard humide se dirigea vers elle par-dessus les autres Juifs. Quand il l'atteignit, il se fit suppliant. Sa barbe caressa son visage et sa bouche frémit au moment où il prononça le mot, son prénom, Liesel. Liesel se dégagea de la foule et entra dans la marée humaine des Juifs. En se faufilant parmi eux, elle parvint à saisir le bras de Max avec sa main gauche. Elle trébucha et le Juif, le sale Juif, l'aida à se relever. Il dut y mettre toutes ses forces. « Je suis ici, Max, » répéta-t-elle. « Je suis ici. » « Je n'arrive pas à y croire. » Les mots s'écoulaient lentement des lèvres de Max Vandenberg. « C'est fou que tu as grandi. » Ses yeux reflétaient une immense tristesse. « Liesel, ils m'ont pris il y a quelques mois. » Sa voix se brisa, mais elle se traîna vers Liesel, à mi-chemin de Stuttgart. Vu de l'intérieur, le défilé des Juifs était un terrible entrelac de bras, de jambes et d'uniformes en loques. Aucun soldat n'avait encore aperçu Liesel, mais Max l'a mis en garde. « Il faut me laisser, Liesel. » Il tenta même de la repousser, mais elle était solide. Ses bras affamés ne purent l'empêcher de continuer à avancer parmi la saleté, la faim et la confusion. Elle fit ainsi un certain nombre de pas, puis un soldat l'aperçut. « Hé !» s'écria-t-il en pointant son fouet dans sa direction. « Hé ! Qu'est-ce que tu fais là? Dégage !» Voyant qu'elle l'ignorait, l'homme fendit l'épaisseur du cortège en repoussant les prisonniers de part et d'autre, le bras tendu en avant.
Parvenu devant Liselle, il la toisa. Elle remarqua alors l'expression tétanisée de Max Vandenberg. Elle l'avait déjà vu effrayé, mais jamais ainsi. Le soldat la saisit brutalement par ses vêtements. Elle sentait ses phalanges dures et le bout de ses doigts qui lui rentraient dans la peau. « J'ai dit dégage, ordonna-t-il. Il la tira de côté et la projeta contre le mur des badauds. Il commençait à faire chaud. Le soleil brûlait le visage de Liselle. Elle s'était retrouvée les 4 fers en l'air, mais elle se releva. Elle attendit un peu que la douleur se calme, puis se mêla de nouveau au cortège. Cette fois, elle se fraya un chemin à partir des derniers rangs. Elle apercevait devant elle les cheveux de Max. Elle avança dans cette direction. This time she did not reach out. She stopped. Somewhere inside her were the souls of words. They climbed out and stood beside her. Max, she said. He turned and briefly closed his eyes as the girl continued. There was once a strange man, a strange small man, she said. Her arms were loose, but her hands were fist at her side. But there was a word shaker too. One of the Jews on his way to Dachau had stopped walking now. He stood absolutely still as the others swerved morosely around him, leaving him completely alone. His eyes staggered, and it was so simple. The words were given across from the girl to the Jew. They climbed onto him. The next time she spoke, the question stumbled from her mouth. Hot tears fought for room in her eyes as she would not let them out. Better to stand resolute and proud. Let the words do all of it. Is it really you? The young man asked, she said. Is it from your cheeks that I took the seed? Max Vandenberg remained standing. He did not drop to his knees. People and Jews and Clads all stopped. They watched. As he stood, Max looked first at the girl and then stared directly into the sky, who was wide and blue and magnificent. There were heavy beams, planks of sun falling randomly, wonderfully to the road. Clouds arched their back to look behind as they started again to move on. It's such a beautiful day, he said, and his voice was in many pieces. A great day to die, a great day to die like this. Liselle walked at him. She was courageous enough to reach out and hold his bearded face. Is it really you, Max? Such a brilliant German day and its attentive crowd. He let his mouth kiss her palm. Yes, Liselle, it's me. And he held the girl's hand in his face and cried in onto her fingers. He cried as the soldier came and a small collection of insolent Jews stood and watched. Standing, he was whipped. Max, the girl wept. Then silently, as she was dragged away, Max, Jewish beast spider. Inside, she said all of it. Maxi taxi, that's what that friend called you in Stuttgart when you fought on the street, remember? Remember, Max, you told me, I remember everything. That was you, the boy with the hard fist, and you said you would land a punch on Death's face when he came for you. Remember the snowman, Max? Remember in the basement? Remember the white cloud with the gray heart? The Führer still comes down looking for you sometimes. He misses you. We all miss you. The whip, the whip. The whip continued from the soldier's hand. It landed on Max's face. It clipped his chin and carved his throat. Max hit the ground and the soldier now turned to the girl. His mouth open, he had immaculate teeth. A sudden flash came before her eyes. She recalled the day she'd wanted Ilsa Herman, or at least the reliable Rosa, to slap her, but neither of them would do it. On this occasion, she was not let down. The whip sliced her collarbone and reached across her shoulder blade. Liselle! She knew that person. As the soldier swung his arm, she caught sight of a distressed Rudy Steiner in the gaps of the crowd. He was calling out. She could see his tortured face and yellow hair. Liselle, get out of there! The book thief did not get out. She closed her eyes and caught the next burning streak, and another, till her body hit the warm flooring of the road. It hit at her cheek. More words arrived this time from the soldier. Step off. The economical sentence was directed not to the girl, but the Jew. It was elaborated on, get up, you dirty asshole, you Jewish whore dog, get up, get up. Max hoisted himself upright. Just another push-up, Max. Just another push-up on the cold basement floor. His feet moved. They dragged, and he traveled on. His legs staggered, and his hands whipped at the mark of the whip to soothe the stinging. When he tried to look again for Liselle, the soldier's hands were placed upon his bloodied shoulders and pushed.
The boy arrived. His lanky legs crouched and he called over to his left. Tommy, get out of here and help me. We have to get her up. Tommy, hurry. He lifted the big thief by the armpits. Listen, come on, you have to get off the road. When she was able to stand, she looked at the shocked, frozen-faced Germans, fresh out of their packets. At their feet, she allowed herself to collapse, but only momentarily. A graze struck a match on the side of her face where she met the ground. Her pulse flipped it over, frying it on both sides. Far down the road, she could see the blurry legs and heels of the last walking Jew. Her face was burning, and there was a dogged ache in her arms and legs, a numbness that was simultaneously painful and exhausting. She stood one last time. Wearily, she began to walk and then ran down Munich Street to a hole in the last steps of Max Vanderberg. Hazel, what are you doing? She escaped the grip of Rudy's words and ignored the watching people at her side. Most of them were mute, statues with beating hearts. Perhaps bystanders in the later stages of a marathon. Hazel cried out again and was not heard. Hair was in her eyes. Please, Max! After perhaps 30 meters, just as the soldier turned around, the girl was felled. Hands were clamped upon her from behind, and the boy next door brought her down. He forced her knees to the road and suffered the penalty. He collected her punches as if they were presents. Her bony hands and elbows were accepted with nothing but a few short moans. He accumulated the loud, clumsy specks of saliva and tears as if they were lovely to his face, and more important, he was able to hold her down. On Munich Street, a boy and girl were entwined. They were twisted and comfortless on the road. Together, they watched the humans disappear. They watched them dissolve like moving tablets in the humid air. La question c'est, comment s'est sentie Liesel quand elle a vu Max? And my question is, what did Rudy do for Liesel that day? Like, by tackling her and like holding her down, what did he do for her? And this is the end of week 28, guys. So it was a rough one. So if you're still with us, we'll be back next week. And if you didn't feel up for listening, but you're just listening to the end, then it's okay. Everybody has their comfort zone and everybody has lived certain things that make it hard or not to read this. So just be assured that we're super happy that you are here with us, and we hope you like our questions. And if you'd like to comment, go for it. We'll try to respond as quickly as we can. And we hope you're having a nice day after this. C'est la fin de notre 28e semaine du club de lecture pour la Voleuse de livres. Et si vous avez écouté, merci. C'était une semaine difficile. Et si vous n'avez pas écouté, ça va. Et vous verrez la semaine prochaine. Les prochains chapitres vont aussi être un peu plus difficiles. Mais merci d'avoir été ici.